Bonjour. Du plus loin que je puisse me rappeler, ma première console était une console Nintendo. Quand j'avais à peu près 6-7 ans, j'avais un ami qui avait la Wii, et un jour il m'a demandé si j'avais envie de venir jouer avec lui à un jeu vidéo. J'étais petit, et évidemment je savais pas ce que c'était un jeu vidéo. Et quand il m'a montré et fait jouer pour la première fois à un jeu, il a pas fait longtemps avant que je sois conquis. Pour être franc avec vous, je saurais plus vous dire quel était le premier jeu auquel j'ai joué, mais une chose était sûre, j'aimais ça, et c'est très vite devenu l'une de mes passions avec le cinéma. Un jour, j'ai demandé à mes parents s'ils étaient d'accord de m'offrir une console de Nintendo pour Noël, et par chance, ils ont accepté, et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du jeu vidéo. Et avec le temps, j'ai fini par connaître les licences de Nintendo, sans pour autant me familiariser avec elles. Alors oui, bien sûr, j'ai découvert Pokémon et Mario assez vite, mais à part ça, j'ignorais l'existence de beaucoup d'autres licences de Nintendo. Je n'ai jamais joué au Xenoblade et au Pikmin, je n'ai joué qu'à 2 jeux de la série Metroid, bref, tout ça pour dire que je n'ai pas un gros passif avec les jeux Nintendo, quand bien même je possède plusieurs de leurs consoles. Mais le plus étonnant me concernant, c'est qu'il a fallu plusieurs années pour que j'entende parler de la saga The Legend of Zelda. Et pour le coup, ça m'étonne encore aujourd'hui. Pourtant, s'il y a bien une licence qui est systématiquement citée aux côtés de Mario quand on parle de Nintendo, eh ben c'est bel et bien Zelda. Alors oui, bien sûr, avec le temps, j'ai fini par connaître la licence Zelda et ses nombreux faits d'armes, de la manière dont elle a révolutionné le jeu d'action-aventure à plusieurs reprises, et comment elle est devenue l'une des licences les plus importantes du jeu vidéo. Et justement, dans ce nouvel épisode de rétrospective/analyse, j'aimerais vous parler de l'histoire de la saga Zelda, et plus spécifiquement des jeux en 3D. Je vais vous parler de leur développement, leur qualité et aussi leurs défauts. Alors je vous arrête tout de suite, je sais que certains parmi vous se demandent pourquoi parler uniquement des épisodes en 3D, et je vais répondre à votre question. Quand je me suis dit que j'allais faire une rétrospective/analyse de la saga Zelda, je suis allé voir combien il y avait de jeux. Et si je compte les jeux en 2D, en 3D, les spin-offs et les remakes, ça fait un total d'à peu près 32 jeux. Et de ce fait, c'était non pour moi. Il était hors de question de faire et de parler de 32 jeux. Alors j'ai décidé d'enlever les spin-offs et les remakes, à l'exception de ceux d'Ocarina of Time et Majora's Mask, et je suis arrivé à un total de 16 jeux. Et c'était toujours trop pour moi. Et puis je me suis dit, pourquoi pas juste parler des épisodes en 3D. Après tout, ce sont eux les épisodes les plus populaires et principaux de leur saga. Voici donc comment je vais procéder. Je vais parler des origines de la saga tout en abordant légèrement Zelda 1, Link to the Past et Link's Awakening. Puis après, j'aborderai les épisodes 3D, respectueusement composés de Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword et Breath of the Wild. Et dernière précision, les captures que vous allez voir ont été réalisées par mes soins et vous verrez les versions remake 3DS d'Ocarina of Time et Majora's Mask, qui sont très semblables à leur version d'origine à quelques détails près. Et pour ce qui est des autres jeux, vous verrez leur version Wii U ou Switch. Je sais que les choix que j'ai faits vont diviser, je peux le comprendre. J'espère néanmoins que ça ne vous gâchera pas la vidéo, et si vous pensez que j'ai mal choisi, je vous laisse le dire respectueusement en commentaire. Sur ce, commençons à parler des origines d'une légende. « 1984. Cette année-là, Nintendo lança la production de 2 jeux qui marqueront l'histoire du jeu vidéo et de la pop culture. D'un côté, il y avait Super Mario Bros, qui était le premier jeu Mario à sortir sur une console de salon, plus précisément la NES en 1985, et de l'autre, il y avait The Legend of Zelda, premier jeu de la saga dont il est question dans cette vidéo. Ces 2 jeux ont pour point commun d'avoir été réalisés par la même personne, Shigeru Miyamoto. Bon, je pense pas avoir besoin de vous le présenter, mais dans le doute, Shigeru Miyamoto est un game designer/producteur de jeux vidéo que vous connaissez tous pour avoir créé Mario. Et justement, à l'époque, Mario cartonnait dans les salles d'arcade, et cela a valu à Shigeru Miyamoto d'être promu directeur adjoint des studios internes de Nintendo. Après sa promotion, il fut chargé de réaliser Super Mario Bros, qui, comme je l'ai dit plus tôt, était le premier jeu Mario à sortir sur une console de salon. Seulement, le truc, c'est que Shigeru Miyamoto, il avait pas envie de travailler seulement sur un seul jeu. En fait, cela faisait un moment qu'il avait envie de créer un nouveau jeu qui s'inspirait de ses souvenirs d'enfance, notamment les fois où il se baladait dans la forêt. De ce fait, il décida de séparer le studio en 2. D'un côté, tu avais ceux qui allaient s'occuper de Super Mario Bros, et de l'autre, tu avais une équipe qui devait créer un jeu d'action-aventure qui suivait un héros qui parcourait des donjons. Heureusement, dans son périple, Shigeru Miyamoto n'était pas seul. Il fut accompagné par Takeshi Tezuka, qui était designer et co-directeur aux côtés de Miyamoto, et d'ailleurs il a souvent été considéré comme son bras droit. Il fut aussi rejoint par Toshiko Nakago et Yasunari Soejima à la programmation, et la musique fut composée par Koji Kondo. Dans un premier temps, Shigeru Miyamoto a privilégié le développement du premier Zelda, qui portait pour nom de code The Adventure Title. Au début du développement, Miyamoto voulait que le jeu soit une accumulation de donjons dans lesquels il fallait constamment trouver un moyen d'avancer. Cette idée est directement inspirée du jeu The Tower of the Draga, un jeu d'arcade qui était populaire à l'époque. Au final, Miyamoto s'était dit qu'au lieu d'enchaîner les donjons l'un après l'autre, on pourrait les disperser un peu partout sur une grande carte que le joueur devrait traverser pour se rendre à l'un d'entre eux.
La carte a été faite par Miyamoto et Tezuka, et celle-ci s'inspire à la fois des souvenirs d'enfance de Miyamoto et de la carte du jeu Idlead, un jeu d'action RPG qui était populaire au Japon. A la base, Adventure Title raconte l'histoire d'un jeune héros du nom de Link, qui parcourt des donjons pour retrouver des fragments de puces électroniques afin de voyager dans le temps. Miyamoto et son équipe avaient décidé d'appeler le personnage principal Link par rapport au lien qu'il y avait entre le passé, le présent et le futur, ainsi que celui avec le joueur. Bon, au final, mis à part le nom du personnage principal, il ne restera rien de ce premier jet. Quant au design du personnage, celui-ci a été créé par Takeshi Tezuka et est très inspiré du Peter Pan de Disney. A l'époque, comme vous le savez, la NES était très limitée, et nous n'avions droit qu'à 3 couleurs différentes. Et pourtant, nous voulions un personnage reconnaissable. Nous lui avons donc fait de grosses armes pour qu'on puisse les reconnaître à l'écran. Il fallait ensuite créer un héros qu'on arrive à distinguer de ses armes, malgré sa petite taille. Nous avons alors pensé à un long chapeau et de grandes oreilles. Cela nous a évoqué un personnage féerique, donc nous sommes partis dans la direction d'un elfe. A l'époque, qui disait personnage avec des oreilles pointues, disait aussi Peter Pan. Et comme j'aime beaucoup Disney, nous nous sommes inspirés. Bon, à ce moment-là, nous sommes en 1985 et le développement de Super Mario Bros passe en priorité, car celui de Super Mario Bros était un peu à la traîne. C'est ainsi que le développement de Adventure Title fut mis en pause le temps que celui de Super Mario Bros soit terminé. Super Mario Bros finira par sortir en septembre 1985 et le développement de The Adventure Title peut reprendre. Cependant, pendant l'été de la même année, il y a eu une nouvelle œuvre qui a influencé Miyamoto. Cette œuvre, c'est le film Legend de Ridley Scott. Un film mettant en scène Jack, un homme des forêts, Lily, une princesse, ainsi que Darkness, un démon voulant s'emparer du monde. Quand Miyamoto et son équipe ont repris le développement du jeu, ils voulaient finalement que Adventure Title soit un jeu de fantasy. Et c'est ainsi que la version finale du scénario fut écrite. The Legend of Zelda raconte l'histoire de Link, un héros qui essaie de sauver la princesse Zelda qui a été emprisonnée par Ganon, le prince des ténèbres qui cherche à conquérir le royaume d'Hyrule. Mais avant de sauver la princesse et son royaume, Link devra réunir les morceaux de la Triforce, une relique qui une fois reconstituée lui donnera le pouvoir de battre Ganon. Pour ce qui est de la princesse Zelda, son nom est directement repris de celui de Zelda Fitzgerald. Miyamoto aimait bien le son de son prénom et a décidé de le reprendre directement. Et c'est aussi à ce moment-là que le titre fut changé pour The Legend of Zelda. C'est après 2 ans de développement que le jeu finira par sortir le 21 février 1986 au Japon, en juillet 87 aux États-Unis et le 15 novembre de la même année en Europe. Parce que va savoir et vive le décalage. Mais à part ça, le titre fut un énorme succès commercial et critique qui s'est vendu à plus de 6,5 millions d'exemplaires. Et évidemment, une suite fut mise en chantier. À la différence que cette fois-ci, Zelda 2 ne serait pas réalisé par la même équipe. Après la sortie du premier Zelda, Shigeru Miyamoto a été promu au poste de producteur et est devenu en quelque sorte le chef du studio interne de Nintendo. Le truc, c'est qu'à l'époque, Zelda, c'était loin d'être une aussi grosse franchise qu'aujourd'hui. En revanche, du côté de Mario, ça commençait vraiment à devenir un très gros phénomène, et de ce fait, c'est le plombier moustachu qui a eu la priorité. Après le premier Zelda, Miyamoto a abandonné son statut de réalisateur pour se concentrer sur Mario. Toutefois, il n'a pas totalement quitté la saga puisqu'il est devenu producteur attitré de celle-ci de 1986 à 2006. Pour ce qui est de Zelda 2, c'est une toute nouvelle équipe fraîchement arrivée chez Nintendo qui s'en est chargée. Sauf qu'on va pas en parler. De l'aveu même de Tadashi Sugiyama, l'un des réalisateurs de Zelda 2, ce jeu est plus proche d'un spin-off et pour Shigeru Miyamoto, ce n'est même pas une suite du premier Zelda. En réalité, nous considérons A Link to the Past comme la véritable suite de The Legend of Zelda. Zelda 2 était davantage une sorte d'histoire annexe au sujet de ce qui arrive à Link après les événements de The Legend of Zelda. Et justement, tout ça nous mène à A Link to the Past. La troisième aventure de Link débute son développement en 1988 et sort 3 ans plus tard en 1991 au Japon et en 1992 aux États-Unis et en Europe. Et encore une fois, c'est un succès critique et commercial. Alors, pour résumer A Link to the Past de manière ultra grossière, c'est comme le premier Zelda mais en mieux. A Link to the Past, c'est un Zelda où tout le monde s'accorde à dire qu'en plus d'être un monument des jeux en 2D, c'est un très bon Zelda. Et comme on le verra plus tard, Ocarina of Time a transposé beaucoup de ses éléments en 3D. A Link to the Past, c'était aussi l'un des fers de lance de la Super NES, la console de Nintendo sortie en 1990. Mais en parallèle du développement de A Link to the Past, Nintendo avait aussi lancé sa deuxième console portable en 1989, la Game Boy. Et évidemment, elle a aussi le droit à son Zelda, en l'occurrence Link's Awakening. Le développement de Link's Awakening a débuté en 1991 et le jeu est sorti 2 ans plus tard en 1993. Et ce fut encore une fois un succès critique et commercial, bien que les ventes soient en dessous des précédents épisodes, mais pour le coup ça peut s'expliquer par le fait que Link's Awakening était une exclusivité de la Game Boy. Et j'aimerais beaucoup vous parler en détail de Link's Awakening car c'est un Zelda que j'adore, mais c'est pas un Zelda 3D, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais promis, un jour j'en parlerai en vidéo. Je sais pas quand ni comment, mais j'en parlerai. Pour l'heure, retenez seulement qu'il aura aussi eu une influence sur Ocarina of Time et Majora's Mask. Sans transition, on est en 1996. Cette année-là, Nintendo sort une console importante dans son histoire,
la Nintendo 64. La Nintendo 64 était la première console de Nintendo à pouvoir faire tourner des jeux en 3D. Parce que oui, c'est dans les années 90 que la 3D a commencé à s'imposer dans le monde du jeu vidéo. Et certains éditeurs ont voulu transposer leurs licences en 3D ou en créer de nouvelles. Et Nintendo n'est bien sûr pas en reste. Personnellement, je trouve qu'ils ont relativement bien réussi cette transition de la 2D à la 3D. Et à l'époque, cette transition, Shigeru Miyamoto, il l'attendait toute particulièrement. Personnellement, je suis très intéressé par le fait de faire des nouveaux jeux en 3D fondés sur de vieux soft en 2D. La complexité supplémentaire offerte par la 3D donne davantage de possibilités aux créateurs, et c'est en retour une bonne chose pour les joueurs. À l'aube de la préparation de la Nintendo 64, Shigeru Miyamoto a décidé de mettre en place une stratégie similaire à celle des débuts de la Super Nintendo. L'idée était de transposer les licences les plus populaires en 3D. Ce qui nous amène enfin à The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Comme je l'ai dit, Miyamoto avait un plan pour les débuts de la Nintendo 64. Dans l'idée, la majorité du studio devait se concentrer sur Super Mario 64, qui était la priorité de Nintendo, pendant que d'autres équipes bossent sur d'autres licences, dont Zelda. Mais le truc, c'est que le développement de jeux vidéo devenant de plus en plus complexe et nécessitant davantage de moyens humains et financiers, il n'était plus question de réaliser un jeu Mario et un jeu Zelda en parallèle. La première aventure de Link en 3D avait besoin des meilleures ressources internes de Nintendo, et n'avait pas le droit d'échouer. Ça devait être une réussite. De ce fait, Nintendo décida d'attendre que Super Mario 64 soit achevé pour commencer le prochain Zelda. Officiellement, le développement d'Ocarina of Time a commencé au printemps 1996, mais le jeu fut annoncé plus tôt, à la fin d'année 1995, à travers une démo technique loin du résultat final. Pour concevoir Ocarina of Time, il a fallu 4 réalisateurs. Le premier, Toru Osawa, qui avait bossé auparavant sur Kid Icarus et Super Metroid. Le second, Yoichi Yamada, qui était level designer sur Super Mario 64 et A Link to the Past. Le troisième, Eiji Aonuma, qui était réalisateur sur Marvelous, un jeu sorti exclusivement au Japon. Et le quatrième, Yoshiaki Koizumi, qui avait créé le manuel de A Link to the Past, écrit le scénario de Link's Awakening et co-dirigé Super Mario 64 aux côtés de Shigeru Miyamoto. Et d'ailleurs, on pourrait compter Shigeru Miyamoto comme étant le 5e réalisateur, même si techniquement il était producteur. Tout ce beau monde n'est pas arrivé en même temps sur le développement d'Ocarina of Time. Le premier à être arrivé sur le développement d'Ocarina of Time, c'est Toru Osawa, qui était chargé du scénario, et qui fut très vite accompagné par Yoichi Yamada. Mais le développement a vraiment progressé quand Yoshiaki Koizumi est arrivé, et il est arrivé avec des requêtes de Miyamoto. Au départ, Miyamoto envisageait qu'on se déplace dans le jeu en vue à la première personne, et qu'à l'apparition d'un ennemi, l'écran change et fasse apparaître Link, le combat se déroulant ensuite en vue de côté. Miyamoto était même jusqu'à aller prendre l'exemple de GoldenEye 64, le jeu James Bond en FPS développé par Rare. Pour Miyamoto, une vue à la première personne permettait de se libérer des nombreuses contraintes, comme les soucis de caméra et d'animation. Mais pendant que Koizumi créait le modèle de Link, il aimait tellement son modèle qu'il s'était dit que c'était impensable de ne pas le voir à l'écran. De ce fait, il décida de totalement ignorer la demande de son producteur. Nous avons donc fait apparaître Link en vue à la troisième personne. Mais il était très difficile de faire coller correctement l'infographie. Je me souviens avoir fait des demandes impossibles à Toshio Iwawaki. Grâce à lui, nous avons pu montrer Link en permanence. Mais cela s'est avéré très dur dans certains cas où la vue à la première personne aurait extrêmement facilité les choses. Par exemple la manière de gérer la caméra et les combats. Quand Shigeru Miyamoto est arrivé sur le développement d'Ocarina of Time, il savait que ça allait être un développement complexe et coûteux. Et pour cause, en plus d'être l'un des pionniers des jeux d'action-aventure en 3D, Ocarina of Time est l'un des premiers jeux à très gros budget, celui-ci s'élevant à plus de 12 millions de dollars pour un effectif de 200 personnes, ce qui était énorme pour l'époque. Quand Miyamoto, Koizumi et Osawa ont commencé à travailler sur le jeu, ils ont d'abord préféré prioriser les fondements et les mécanismes de gameplay et ont laissé le scénario de côté. Pour ce qui est du système de combat, c'est Osawa et Koizumi qui furent chargés de trouver les bases pendant les premiers mois de développement. Ils ont décidé de s'inspirer du Shambara, un genre cinématographique et théâtral japonais qui met en scène l'art du Kenjutsu, l'art du sabre du samouraï. Mais pendant qu'ils créaient le système de combat, ils se sont heurtés à une des problématiques de la 3D, le rapport des axes de déplacement et la caméra. En fait, il arrivait régulièrement que le joueur perde de vue son adversaire et encore plus s'ils étaient plusieurs. Un jour, Osawa et Koizumi, ne sachant comment régler ce problème, ont décidé d'aller au Toei Kyoto Studio Park en espérant trouver l'inspiration. En se promenant, Osawa et Koizumi ont subi la chaleur étouffante des étés japonais et ont décidé de s'engouffrer dans un théâtre afin de se rafraîchir. Et c'est là que Osawa et Koizumi ont assisté à quelque chose. Un spectacle de ninja était organisé. Plusieurs ninjas entouraient le samouraï principal, et l'un d'eux a donné un coup avec un kusarigama. Le samouraï l'a attrapé avec son bras gauche, la chaîne s'est tendue et le ninja s'est déplacé en cercle autour de lui. Alors oui, je sais, vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce que je vous raconte ça. Eh bien, c'est parce qu'en plus de trouver la solution à leur problème, Osawa et Koizumi ont trouvé deux idées majeures de game design qui ont marqué l'industrie. La première idée, qui vient d'Osawa, c'est la visée.
L'idée c'est que quand un joueur appuie sur un certain bouton de sa manette, en l'occurrence le bouton Z de la manette N64, la caméra vise et se bloque automatiquement sur un ennemi. Comme ça, il est impossible de le perdre de vue ou de frapper à côté. Alors oui, je vois déjà des commentaires venir me dire qu'aujourd'hui on retrouve ça dans la majorité des jeux d'action et des RPG, mais à l'époque, personne ne l'avait fait avant Ocarina of Time. La deuxième idée qui vient de Koizumi, et qui n'a pas vraiment de nom, c'est une sorte de système d'autorisation d'attaque qui fait que les ennemis nous attaquent pas tous en même temps quand on vise l'un d'entre eux. Dans un tout autre registre, Miyamoto a imaginé un système de saut automatique, une astuce parfaite pour extraire tout aspect de jeu de plateforme. Après avoir mis au point la visée, les développeurs ont réfléchi à la manière de la matérialiser. Ils ont intégré un marqueur qui est resté longtemps dans le prototype. Mais Koizumi n'aimait pas cette solution et souhaitait un repère plus organique. En l'occurrence, une fée qui serait une sorte de système de navigation. De ce fait, il créa une petite boule bleue avec des ailes et Toru Osawa la nomma Navi. L'arrivée de Navi a évidemment modifié le scénario et d'ailleurs celui-ci n'arrêtait pas de changer et de créer des disputes dans l'équipe. Nous avons eu des échanges un peu enflammés. Nous en avions tous les jours. J'écrivais le script et tout le monde pointait des problèmes en disant « ça c'est bizarre » ou « ça c'est impossible ». Je produisais une révision et demandais « j'ai changé ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je me souviens qu'à chaque jour je faisais le tour de tout le monde pour avoir le feu vert. Comme je l'ai dit, c'est Koizumi qui a créé le modèle de Link, avant que l'illustrateur Yusuke Nakago ne le concrétise sous forme d'artwork. Le modèle de Link comporte environ 1000 combinaisons d'animation et c'est le seul personnage où elles ont été réalisées via la motion capture, une technique qui à l'époque n'était pas si courante. Ma société est parfois inquiète quant au risque de perdre de l'argent. Donc quand on a proposé de faire de la motion capture, on a eu des réactions du genre « Avez-vous vraiment besoin de tout cet équipement ? Ce que vous faites actuellement ne vous suffit pas ?» On a commencé à faire de la motion capture façon fil de fer, mais on a rapidement utilisé nos propres méthodes qui en fin de compte coûtaient 2 fois plus cher. Mais quel intérêt y aurait-il de faire quelque chose qui a déjà été fait auparavant ? Au départ, Link n'apparaissait dans le jeu que sous forme de jeune adulte. Mais en plein milieu du développement, Miyamoto a réclamé la présence de Link enfant et adulte, ce qui a bousculé toute l'histoire. Il a justifié sa décision par fidélité envers l'image initiale du personnage. Nous avons réfléchi à la manière de faire apparaître ces deux Link dans le même jeu, pour finalement aboutir au système permettant d'envoyer le héros de 7 ans dans le futur lorsqu'il tire l'épée de légende, et de lui rendre sa forme enfantine quand il la remet sur son piédestal. Le truc c'est que cette décision, elle a foutu un sacré bordel dans le développement. Les capacités du héros ont dû être revues à mi-chemin du projet, et les level designers ont dû réadapter leurs travaux en conséquence. Et c'était loin d'être la dernière modification apportée au gameplay. Pour ce qui est de Ganon, il a fallu plusieurs essais avant d'arriver à la version que l'on connaît. Dans un premier temps, il fut imaginé comme s'il s'agissait d'un voleur tordu et complexé. Mais cette première version fut très vite contredite par Toru Osawa, qui voulait donner un air plus sympathique à Ganon. Ils ont envisagé de tendre vers un style similaire à celui de l'acteur Christophe Lambert. Et non, c'est pas une blague, mais pour finir, ça ne s'est pas fait, et après beaucoup d'essais et d'erreurs, ils arrivèrent enfin à la version que l'on connaît, un homme grand, musclé, avec un regard malicieux. Pour parcourir le monde d'Hyrule, Miyamoto voulait que Link se déplace à cheval à travers un grand terrain semblable à une prairie, qui relierait toutes les régions du jeu autour d'elle. Le cheval fut conçu par Koizumi et il l'appela Epona, mais cette idée de grande prairie fut abandonnée pour des raisons techniques et fut remplacée par une vaste plaine. Et justement cette plaine elle a suscité beaucoup d'agitation dans l'équipe, qui avait beaucoup de peine à concevoir une version satisfaisante. Pendant longtemps, il n'y avait rien sur la plaine d'Hyrule. C'était terriblement inintéressant. Mais à un moment, nous avons mis tellement d'arbres qu'ils sont devenus des obstacles. Donc nous les avons progressivement enlevés, et finalement la jungle a disparu. Le but était de trouver un bon équilibre entre les lieux naturellement cohérents et une aire de jeu dont l'exploration ne serait pas frustrante. Miyamoto envisageait la conception du monde par le prisme des précédents Zelda, plus particulièrement de Link to the Past. Il a notamment demandé de reprendre l'idée des poules que l'on peut attraper et a demandé à ce qu'elles permettent de planer. Miyamoto a volontairement donné plusieurs pistes de façon vague pour que son équipe les concrétise comme elle le souhaitait, et elle est enfin arrivée à un résultat qui la satisfaisait. Et c'est là que Eiji Aonuma arrive enfin sur le développement. Eiji Aonuma est arrivé à un stade bien avancé du développement. Cependant, il s'est occupé de l'un des aspects les plus importants du jeu, les donjons. Il en a réalisé 6 sur 8 et a fourni des directives pour la conception des ennemis. Il a aussi mis au point les différents affrontements, y compris ceux contre les boss. Et justement, parlons-en de ces donjons. Les donjons étaient l'un des aspects les plus compliqués à créer parce que beaucoup de choses qu'ils avaient imaginées ne marchaient pas et que leur agenda était limité. De plus, Eiji Aonuma travaillait en coopération avec Koizumi qui s'occupait d'un des aspects spécifiques du jeu, très important pour les donjons, les objets. Et ceux-ci sont inventés au fur et à mesure du développement sans suivre une feuille de route précise. Nous avons fait chacun d'eux en nous disant « ce serait bien d'avoir quelque chose comme ça ». Je déclarais « le grappin est créé et vous pouvez l'utiliser ». Et tout le monde répondait « bon, où est-ce qu'on va le mettre ?» D'ailleurs, cette situation avait particulièrement agacé Eiji Aonuma parce que les objets étaient terminés en même temps que les donjons, et on lui demandait de les corriger après coup pour éviter qu'un objet pose problème. Pour ce qui est de la musique, c'est Koji Kondo qui s'en est chargé et qui au passage fait son retour après avoir été absent sur Link's Awakening. Koji Kondo a reçu peu de directives de la part des réalisateurs.
ce qui n'a pas rendu son travail facile. Mais ayant une très bonne sensibilité musicale et étant l'un des cofondateurs de la saga, il avait une idée assez claire de ce qu'il voulait faire. Pour moi, le plus important quand on fait une musique de The Legend of Zelda, c'est de créer une ambiance qui reflète la situation et l'endroit. Link est votre double. Alors que dans Super Mario Bros, vous contrôlez Mario, un personnage à l'écran, Link, c'est vous. Vous avez donc l'impression d'être lui quand vous jouez. Les musiques d'Ocarina of Time peuvent se séparer en 3 catégories. Il y a les morceaux à l'Ocarina, c'est les morceaux les plus mémorables du jeu car ils sont interactifs. Vous ne vous contentez pas de les entendre, vous les reproduisez partiellement sur votre manette en tant que mécanique de jeu. Les morceaux à l'Ocarina ont une ouverture généralement simple de 3 notes répétées pour que vous puissiez les mémoriser et les jouer. La deuxième catégorie, c'est les thèmes associés aux lieux comme la plaine d'Hyrule, la forêt Kokiri ou encore la vallée Gerudo, ou à des personnages, qui ne sont pas destinés à être joués à l'Ocarina, et qui peuvent se permettre d'être plus longs. La troisième et dernière catégorie, c'est les musiques de donjon. Ces dernières contrastent énormément avec les précédentes catégories. Moins mélodieuses et entraînantes, celles-ci sont plus discrètes et servent surtout à imposer une ambiance qui, la plupart du temps, colle à l'esthétique du donjon. « 1997. A la base, Ocarina of Time aurait dû sortir cette année-là. Mais finalement, Shigeru Miyamoto décida de décaler la sortie d'un an pour l'année 1998. Ce qui avait plutôt ravi les développeurs car ils pouvaient ajouter ou peaufiner des éléments du jeu. Pendant cette année-là, Ocarina of Time n'arrêtait pas d'évoluer. Les équipes de Nintendo n'arrêtaient pas de peaufiner le jeu, au point où il semblait presque difficile d'envisager la fin du développement. Le monde de Zelda n'arrêtait pas d'évoluer. Si nous le pouvions, nous aimerions continuer pour toujours. Mais d'un côté, nos gars du marketing sont furieux, donc cette fois Zelda va vraiment sortir. Et justement, c'est après presque 3 ans de développement que The Legend of Zelda Ocarina of Time finit par sortir le 21 novembre 1998 au Japon, le 23 novembre aux États-Unis et le 11 décembre en Europe. Et je pense que vous le savez déjà tous, Ocarina of Time a eu l'effet d'une bombe atomique. Attendu et célébré par les fans comme si c'était le Messie, Ocarina of Time fut validé par quasiment tout le monde. La presse lui a écrit des tonnes de paroles élogieuses et n'hésitait pas à le qualifier de meilleur jeu de tous les temps. De même pour les fans pour qui Ocarina of Time est resté pendant longtemps leur Zelda préféré. Même aujourd'hui, 25 ans plus tard, il est encore régulièrement cité dans des tops de meilleurs jeux de l'histoire pour ses qualités et l'influence globale qu'il a eue sur le jeu vidéo et qui perdure encore aujourd'hui. Et commercialement aussi, ça a été évidemment un succès. Et c'est même resté pendant longtemps le plus gros succès de la licence avec plus de 7,6 millions d'exemplaires vendus. Et je vous propose de voir ensemble un peu pourquoi. Ocarina of Time raconte l'histoire de Link, un jeune enfant qui vit au village Kokiri. Un jour, Link fut convoqué par l'arbre Mojo, le gardien spirituel du village. L'arbre Mojo nous apprend qu'il a été victime d'une malédiction et demande à Link s'il a le courage de l'en libérer. Autrement dit, il lui demande s'il veut faire le premier donjon du jeu. Bien évidemment, on accepte, et une fois le premier donjon fait, l'arbre Mojo nous dit que ce serait un certain Ganondorf qui lui aurait lancé cette malédiction. Il lui dit aussi que Ganondorf cherche la Triforce, une relique divine renfermant les pouvoirs comparables à ceux des dieux. L'arbre Mojo dit à Link qu'il doit à tout prix empêcher Ganondorf de s'emparer de la Triforce. Et c'est ainsi que Link part du village Kokiri pour accomplir son destin, et dans sa quête il sera aidé d'une fée du nom de Navi, qui n'a que pour seule utilité d'exister. Bon, Ocarina of Time, bah c'est très bien même 25 ans après. Ocarina of Time conserve beaucoup des conventions des précédents Zelda en 2D. C'est toujours un action RPG, c'est-à-dire qu'on interagit avec le monde et les ennemis par des mécaniques d'action, mais que le personnage a aussi des capacités qui augmentent au fur et à mesure de votre progression, en particulier la quantité de vie. On alterne toujours entre des quêtes scénarisées et reprises de Link's Awakening, qui se terminent sur l'accès à un donjon, et l'exploration du dit donjon pour battre un boss et trouver un objet qui nous permet de progresser dans la quête principale. Et on reprend la structure scénaristique de Link to the Past, Link est le héros, Zelda est la princesse, Ganondorf est le méchant vraiment très méchant, et évidemment le royaume d'Hyrule. Bref, si vous avez fait les Zelda en 2D, vous êtes en terrain connu, et ce qui change avec le passage à la 3D, c'est le gameplay de base et le level design. Ocarina of Time fait un usage étonnamment intensif de la 3D. Il y a de la verticalité partout, avec des échelles, des lyres et des falaises à escalader. Link peut s'élever et sauter depuis à peu près n'importe quelle plateforme.
et se déplacer verticalement sous l'eau. La visée à la première personne permet d'observer les environnements sous tous les angles. Et ce que je trouve détonnant avec tout ce que je viens de vous citer, c'est qu'Ocarina of Time maîtrise plutôt bien tous ces aspects pour un jeu de son époque, ainsi que tout un tas d'autres points complexes que même aujourd'hui les équipes de développement ne peuvent pas prendre pour acquis. Le déplacement de Link est agréable, les hitbox sont corrects, l'IA des ennemis ne rencontre pas de problème, et je n'ai pas rencontré de bug. Alors oui, la plupart de ces aspects sont relativement bien faits dans les jeux actuels, mais pour un jeu qui date de l'époque de la transition entre la 2D et la 3D, je trouve ça assez remarquable. L'un des points qui a aussi relativement bien réussi sa transition de la 2D à la 3D, c'est la caméra. La caméra du jeu fonctionne de 3 manières différentes selon si on est en train de se battre, d'explorer ou de viser. Pour viser, le jeu passe à la première personne. On ne peut plus se déplacer et le stick sert à déplacer la caméra. Lorsque vous explorez, la caméra se met automatiquement derrière vous et le seul moyen de la recentrer est d'appuyer sur la gâchette de gauche. Alors oui, dit comme ça paraît contraignant, mais dans les faits ce système marche relativement bien. Ce manque de contrôle dans la caméra se fait surtout ressentir lors des phases de plateforme où il faut positionner la caméra finement avant d'avancer et de sauter sur l'autre plateforme. Et pendant les combats, vous verrouillez la caméra sur un ennemi en maintenant le bouton Z, et vous centrez également les déplacements de Link autour de ce dernier, ce qui vous permet d'appuyer sur les autres boutons pour attaquer et esquiver. D'ailleurs, cette possibilité de verrouiller un ennemi est due grâce au personnage de Navi. Et justement, parlons de Navi. Navi représente selon moi le plus gros défaut du jeu. Comme je l'avais expliqué plus tôt, Navi est une fée censée vous aider si vous ne savez pas où aller ou quoi faire. Mais dans les faits, Navi est un échec. Ses conseils ne sont pas très clairs et en plus elle nous le répète, comme si on était des demeurés, et elle répète des informations qu'on vient d'entendre de la part d'autres PNJ. En plus de ça, Navi n'est pas un personnage avec lequel vous pouvez parler en dehors des moments scriptés de l'histoire, et sa présence est surtout thématique. Quant au personnage de Link, celui-ci se dirige avec le stick, on attaque avec le bouton A, il a une attaque sautée en appuyant sur B, il peut faire aussi des roulades en appuyant sur ce même bouton, et peut se protéger avec un bouclier en appuyant sur la gâchette droite. Pour ce qui est de ses tenues, il y a la verte, qui est la tenue de base, et quand vous devenez adulte dans la deuxième partie du jeu, vous débloquerez deux autres tenues. Tout d'abord la tenue rouge qui vous permet de rester en vie dans les endroits où il fait très chaud, et la tenue bleue qui vous permet de nager et de respirer sous l'eau. Quant aux armes de Link, dans la première partie du jeu, vous vous battez avec l'épée Kokiri, et vous avez un bouclier en bois. Dans la deuxième partie du jeu, vous vous battez avec la Master Sword et vous pouvez manier le bouclier Ilien, qui est plus résistant que celui en bois. Il y a aussi un bouclier miroir qui vous permettra de résoudre des énigmes. Link possède aussi une barre de magie, lui permettant d'utiliser des objets magiques, mais pour le coup, mis à part l'œil de vérité et le feu divin, la magie est optionnelle dans Ocarina of Time. Elle n'est pas obligatoire pour avancer dans le jeu. Globalement, le personnage de Link est assez complet et il est agréable à manier que ce soit en combat ou de manière générale. Ah oui, j'ai fait oublier l'un des objets les plus importants du jeu, le fameux Ocarina. Quand au début du jeu vous quittez le village Kokiri, Saria, une amie d'enfance de Link, lui donne son Ocarina qui plus tard sera remplacé par celui de la princesse Zelda. Quand vous jouez de l'Ocarina, vous avez de l'influence sur le royaume d'Hyrule et les donjons. Selon le chant que vous jouez, vous pouvez vous téléporter, appeler un cheval, modifier la salle d'un donjon, modifier la météo et plein d'autres trucs. L'Ocarina, et par extension la musique, est une mécanique centrale d'Ocarina of Time, et si je regrette un peu la lenteur de son utilisation, ça reste sans doute l'objet que j'ai le plus aimé utiliser. Voilà plus ou moins le gameplay de base. Maintenant, j'aimerais un peu parler de la structure du jeu et de ses donjons. Quand vous quittez le village Kokiri au début du jeu, vous arrivez dans la plaine d'Hyrule, qui est le hub qui relie les villages des différents peuples du jeu. Parmi les peuples du jeu, on peut retrouver les Kokiri, des enfants qui ne grandissent pas et qui vivent dans la forêt, les Hyliens, qui ressemblent à des humains mais qui ont des oreilles d'elfes et ont une sensibilité à la magie et aux visions prophétiques, les Gerudo, un peuple entièrement composé de femmes à la culture guerrière et qui vivent dans le désert de l'Ouest, les Ora, qui sont le peuple de l'eau et ils ressemblent à des poissons humanoïdes, et il y a les Gorons. Ils vivent dans la montagne, se nourrissent de cailloux et sont très amicaux. Tous ces peuples ont des designs très marqués et diversifiés, et il en est de même pour les lieux et les ambiances qui leur sont associés. Dans Ocarina of Time, vous allez alterner tout le long du jeu entre l'exploration des donjons, et justement, ces donjons sont dispersés un peu partout sur la carte d'Hyrule. Comme je l'ai dit plus tôt, pendant la première partie du jeu, vous incarnez Link enfant, et dans la deuxième partie, vous incarnez Link adulte. Dans la première partie enfant, il y a 3 donjons. L'arbre Mojo, la caverne d'Odongo et le ventre de Jabu Jabu. Ces 3 donjons sont globalement simples. Ils s'apparentent à une succession d'énigmes et d'affrontements sans challenge d'orientation globale, et vous progressez en eux grâce à des objets que vous y trouvez dedans. Pour moi, l'arbre Mojo est le mieux réussi des 3, que ce soit par son ambiance, sa direction artistique ou sa manière de nous enseigner des mécaniques qu'on retrouvera dans tous les autres donjons du jeu. Dans la deuxième partie adulte, il y a 5 donjons. Le temple de la forêt, le temple du feu, le temple de l'eau, le temple de l'ombre et le temple de l'esprit. Pour avancer dans ces temples, il faut récupérer des petites clés qui ouvriront plusieurs salles permettant de trouver l'objet du donjon ainsi que la clé de la salle du boss. Cependant, contrairement aux donjons de la première partie, ils n'ont pas une construction similaire. Le temple de la forêt est un donjon de type labyrinthe. Non pas parce qu'il y a beaucoup de chemins à explorer,
mais parce que vous devrez accumuler plusieurs clés avant de pouvoir progresser et que ça demande constamment de retourner dans des pièces déjà visitées. Il y a également une énigme à l'échelle du niveau entier, qui est de retrouver et d'éliminer 4 spectres pour accéder à la salle du boss. Rajoutez à ça l'ambiance, la direction artistique, et là encore vous obtenez l'un des, si ce n'est le meilleur donjon du jeu. Le Temple du Feu est quant à lui un donjon de type défi, dans lequel on avance de façon linéaire sans qu'on ait besoin de retourner dans des pièces déjà visitées. Le défi est de libérer le peuple Goron pour pouvoir accéder à des petites clés qui ouvrent la salle suivante, et ainsi de suite jusqu'à la salle du boss. Ce donjon possède des salles extrêmement bien sophistiquées, mais dans l'ensemble ce n'est pas un donjon très marquant. Le Temple de l'eau est un donjon de type casse-tête, dont vous pouvez activement modifier la structure. Il y a 3 endroits où vous pouvez jouer la berceuse de Zelda à l'Ocarina, ce qui fera augmenter ou baisser le niveau de l'eau et ça modifie les passages auxquels vous avez accès. Le Temple de l'eau est le donjon le plus complexe du jeu mécaniquement parlant, car il demande d'explorer beaucoup de pièces avec une configuration différente selon le niveau de l'eau, et de retenir toutes ces configurations. Le Temple de l'eau est un donjon connu pour sa mauvaise réputation, et pour être honnête avec vous, j'ai bien aimé ce donjon, mais je comprends pourquoi des gens le détestent. Le Temple de l'eau n'est pas un mauvais donjon, mais le problème c'est que celui-ci accumule les choix frustrants. Entre le gameplay sous l'eau de Link qui est moyen, le chemin long et pas pratique pour aller à l'endroit où on peut changer le niveau de l'eau, et si vous avez oublié une clé quelque part dans le donjon, le retour en arrière est rendu extrêmement laborieux par ce processus de changement de niveau d'eau. Encore une fois, personnellement c'est un donjon que j'ai bien aimé, mais je comprends pourquoi il a une sale réputation. Le Temple de l'Ombre est un donjon dans lequel vous avancez de façon linéaire. Ce donjon vous demandera énormément d'utiliser l'œil de vérité pour pouvoir progresser, car beaucoup de coffres ou de plateformes ne sont pas visibles à l'œil nu. Et il en est de même pour le boss de ce donjon. Le Temple de l'Ombre est le donjon que j'ai personnellement le moins aimé du jeu. Si on met à part le boss à la fin, j'ai trouvé que la plupart des salles ne proposaient pas des énigmes très stimulantes. C'est aussi le seul donjon du jeu qui fait un usage de la magie comme une vraie mécanique, car vous en avez besoin en permanence pour vous servir de l'œil de vérité. Et le fait que l'œil de vérité consomme énormément de magie ne rend pas la progression facile. Et pour finir, il y a le Temple de l'Esprit qui est difficile à catégoriser à cause de son concept central. Le concept du Temple de l'Esprit est l'union de la dualité. La carte présente une symétrie centrale, il y a 2 objets du donjon et 2 boss jumelles qui fusionnent dans la seconde phase, et surtout on parcourt une partie du donjon avec Link enfant et l'autre avec Link adulte. L'idée de son donjon est d'unir le Link enfant et le Link adulte en une seule entité sur la fin du jeu. Le Temple de l'Esprit a un très bon concept et c'est l'un des donjons les plus créatifs mécaniquement aux côtés du Temple de l'eau et de la forêt que j'ai beaucoup apprécié. Voilà pour ce qui est des donjons. Avant de conclure sur Ocarina of Time, j'aimerais un peu parler de sa narration. Comment elle est racontée et qu'est-ce qu'elle raconte en toile de fond. Bon, déjà rappelons une chose, Link est muet. Et de ce fait, ce sont les personnages secondaires qu'on va rencontrer qui vont nous raconter ce qui se passe et ce qu'on doit faire. Cependant, ces mêmes personnages secondaires ne sont pas doublés et ne s'expriment que par des onomatopées, parce qu'il n'y avait techniquement pas la place. En fait, contrairement à la PS1 qui avait des CD-ROM, la Nintendo 64 avait quant à elle des cartouches qui n'avaient que 64 Mbps de stockage, contre 512 kilo-octets du côté des CD-ROM de la PS1. D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison qu'il n'y a pas de cinématiques précalculées dans Ocarina of Time. A la place, ces scènes ont été remplacées par des cinématiques à base de script avec les animations et les expressions des personnages, et le tout est rendu dynamique par un changement de plan constant de la caméra. Et si ces choix ont avant tout été faits pour des causes de limitation technique, c'est malgré tout devenu un des codes par défaut de la manière de raconter un Zelda en 3D. Ocarina of Time a la réputation d'avoir le scénario de Zelda standard. Et avec le temps, celui-ci s'est fait un peu snobber par les fans qui pour beaucoup préfèrent les histoires plus expérimentales d'un Link's Awakening ou d'un Majora's Mask. Pourtant, quand on se penche sur l'écriture d'Ocarina of Time, on peut y déceler plusieurs visions de celle-ci. Et alors d'habitude, j'évite d'aller voir ce que disent les gens sur un jeu avant d'en parler, mais pour le coup, j'ai voulu voir s'il y avait des vidéastes qui avaient analysé l'histoire d'Ocarina of Time, et je suis tombé sur l'excellente vidéo de Good Blood, Ocarina, a Masterclass in Subtext. Dans sa vidéo, Good Blood a analysé en détail l'histoire d'Ocarina of Time, et il y partage 2 niveaux de lecture. Le premier, vu sous la religion du shintoïsme, et l'autre, vu selon le passage à l'âge adulte. Et personnellement, j'aime beaucoup ce second niveau de lecture, et j'aimerais vous le repartager. Et oui, au passage, je vous recommande aussi la vidéo de Good Blood, elle est excellente. La forêt Kokiri, là où l'aventure de Link démarre, peut être vue comme une métaphore de l'enfance. C'est un lieu pur, secret et protégé, inaccessible aux adultes s'ils ne sont pas accompagnés d'une fée. Ses habitants sont des enfants incapables de grandir, et une figure paternelle veille sur eux, en l'occurrence l'arbre Mojo. Navi représente le lien que Link a avec son enfance. Quand l'arbre Mojo meurt, Link est forcé de quitter la forêt prématurément et d'entrer dans un monde aux responsabilités d'adultes, sans pour autant appartenir à l'un d'eux. D'ailleurs, plus tard dans le jeu, on révèle à Link qu'il est en réalité un Hylian et que de ce fait, il était toujours destiné à grandir. Pendant la première partie du jeu, quand Link est encore enfant, il voit le monde autour de lui par le prisme d'un enfant. Mais quand Link entre dans le temple du temps et retire la Master Sword de son piédestal, il est plongé dans un long sommeil et se réveille dans un corps d'adulte avec la Master Sword.
contenant l'essence de son enfance. La seconde partie du jeu parle des étapes nécessaires que nous devons traverser durant l'adolescence. L'amitié, la famille, l'amour, la loyauté et le sexe. Ces étapes sont représentées par les 5 sages des temples que nous visitons. Les dialogues de Saria sont majoritairement dédiés à l'amitié, ceux de Darunia se dirigent vers la fraternité et la famille après que Link ait sauvé les Gorons de la famine. Ruto est obsédé par l'amour et cherche à se marier avec Link. Impa, la loyale garde du corps de Zelda, est focalisée sur sa sécurité et celle-ci demande à Link de la protéger à sa place. Et Neiburu a des dialogues qui suggèrent légèrement la sexualité et commente sur à quel point Link est devenu attirant en tant qu'homme. Les médaillons que Link collecte après avoir fini les temples sont des marqueurs dans son passage à l'âge adulte. Le duel à la fin du jeu entre Link et Ganon représente quant à lui l'étape finale dans son passage à l'âge adulte, et où Ganon incarne les standards de maturité qu'il doit dépasser. Après avoir tué Ganon, Zelda renvoie Link dans le passé, dans la version de son enfance, mais c'est là qu'intervient la tragédie. Avec la Master Sword de retour sur son piédestal, l'essence de Link est désormais inaccessible, et Navi, la clé permettant son retour à la forêt Kokiri, s'en va sans dire un mot, symbolisant la perte d'innocence de Link. Sa dernière connexion avec son enfance a été rompue, et il est désormais banni à jamais de son enfance. Il a maintenant l'esprit d'un adulte dans le corps d'un enfant. Ocarina of Time a un propos amer sur le passage du temps. On grandit, on devient responsable, relativement respecté et capable d'agir sur le monde, mais en contrepartie, on perd aussi notre innocence et nos souvenirs d'enfance deviennent de plus en plus lointains chaque jour qui passe, tout en sachant que nous les revivrons pas. A mon avis, c'est en partie grâce à ce niveau de lecture qu'Ocarina of Time a marqué et est resté dans la tête des gens qui y ont joué, car ils ont pu rentrer en résonance avec des étapes de leur vie. Si vous êtes un enfant pressé de grandir, un adolescent devenant un jeune adulte, ou un adulte conscient du processus qui vous a mené à qui vous êtes, Ocarina of Time peut vous parler. Alors oui, bien sûr, la vision que je viens de vous partager n'est pas universelle, et vous avez le droit de pas être d'accord avec moi et la vidéo de Good Blood. Comme je l'ai dit, il y a d'autres niveaux de lecture à propos d'Ocarina of Time et à vous de voir lequel vous convient. Tout ça pour dire qu'Ocarina of Time est plus riche narrativement qu'on le pense. Bon, pour conclure, je pense que vous l'aurez compris, Ocarina of Time est un très bon jeu. Il a réussi avec brio le passage de sa série à la 3D, il a un gameplay qui tient encore relativement bien la route 25 ans après sa sortie, il est riche en termes de thématiques et de mécaniques de jeu, il possède des donjons avec des énigmes et une construction iconique, et beaucoup de ses idées de gameplay ou de game design ont influencé toute l'industrie et les jeux qui ont suivi. Certes, il a des petits défauts et paraît aujourd'hui vieillot sur certains points comme la caméra, mais ça ne gâche absolument pas l'expérience globale et je comprends pourquoi il est aujourd'hui un classique absolu du jeu vidéo. Décembre 1998. Nous sommes quelques semaines après la sortie d'Ocarina of Time, et comme vous le savez, ça a été un succès. Et de ce fait, on pourrait se dire que les équipes de Nintendo souffleraient un peu avant de se lancer sur le prochain Zelda. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le développement de Majora's Mask a commencé un mois après la sortie d'Ocarina of Time. L'équipe qui s'est chargée de Majora's Mask est similaire à celle qui s'est occupée d'Ocarina of Time. Au poste de Game Director, on peut retrouver Yoshaki Koizumi et Jiro Onuma, qui étaient déjà à ce poste sur Ocarina of Time. Pour ce qui est du scénario, c'est Mitsuhiro Takano qui s'en est chargé, et il fut accompagné par Koizumi et Miyamoto. Auparavant, il avait écrit celui de Star Fox 64, et Shigeru Miyamoto est toujours producteur, et c'est encore Koji Kondo qui s'est chargé de la musique. Bref, c'est une équipe de vétérans de chez Nintendo, et qui connaissent bien la saga Zelda. Mais cette équipe a un problème, et ce problème, c'est qu'on leur a donné qu'1 an pour faire Majora's Mask. Quoi ? Oui, vous m'avez bien entendu. Les équipes de Nintendo avaient seulement 365 jours pour faire une suite à l'un des jeux les plus acclamés de l'histoire. Putain, la difficulté du challenge devait être légendaire. Alors oui, je sais, à l'époque, le temps de développement de jeux vidéo n'était pas aussi long qu'aujourd'hui, mais quand même, 1 an c'est vraiment très court, même pour l'époque. Je ne sais pas si les employés de chez Nintendo ont subi du crunch, mais de l'aveu même de Miyamoto, le développement a été très compliqué. Avec la quantité de ressources nécessaires pour bâtir un Zelda, tout le monde a dû faire des heures supplémentaires. Mettre au point une expérience unique pour chaque jeu exige beaucoup de travail, et nous y sommes parvenus avec Majora's Mask. Donc dans l'ensemble, je peux dire que ça a été une année difficile. Si vous vous posez la question de pourquoi est-ce que Majora's Mask a eu 1 an de développement contrairement à Ocarina of Time qui en a eu 3, eh bien la réponse est plutôt simple. À la base, Nintendo n'envisageait pas du tout de se lancer dans un nouveau Zelda. Non, à la place, Nintendo était en train de travailler sur une version modifiée d'Ocarina of Time qui devait accompagner la sortie du 64DD, qui était un périphérique de la Nintendo 64 permettant de lire des disques magnétiques.
Et le truc, c'est que modifier Ocarina of Time et par conséquent modifier les donjons, ça faisait un peu chier à Eiji Aonuma. Il trouvait pas ça très stimulant, et c'est pour ça qu'il a commencé à créer en cachette des nouveaux donjons. Un jour, il a pris son courage à deux mains et allait demander à Miyamoto s'il pouvait faire un nouveau Zelda. Celui-ci lui a répondu « Ok si tu le fais en un an ». Quoi? En fait, ça emmerdait un peu Miyamoto de se relancer dans un développement de 3 ans, et du coup il s'était dit pourquoi pas le faire en un an, et il a pas perdu de temps pour aller le dire à la presse. Eiji Aonuma a récupéré une petite partie de l'équipe d'Ocarina of Time, et Koizumi l'a rejoint car lui aussi il avait envie de bosser sur ce nouveau Zelda, qui portait pour nom de code Zelda Gaiden. Mais à défaut d'avoir le temps, ils ont bénéficié d'une grande liberté créative, et ça tombe bien, ils avaient une vision plutôt claire de ce qu'ils voulaient faire. Eiji Aonuma et Yoshiaki Koizumi voulaient que la structure de ce Zelda soit basée sur une boucle temporelle. Au début du développement, la boucle temporelle durait 7 jours, mais Eiji Aonuma a décidé de la raccourcir à 3 jours. Quand vous revenez au premier jour, vous vous dites « Dois-je vraiment refaire une semaine complète à nouveau ?» Donc nous nous sommes dit que 3 jours, ça irait. Dans ce jeu, les villageois font des choses différentes chaque jour, et de nombreux événements distincts se produisent. Mais lorsque le délai passe à une semaine, c'est tout simplement trop à retenir. Vous ne pouviez tout bêtement pas vous rappeler de qui fait quoi. Cette idée de boucle temporelle est potentiellement inspirée du film Un jour sans fin, néanmoins je dis bien potentiellement car ça n'a jamais été confirmé par Eiji Aonuma et Koizumi qui disaient plutôt s'être inspiré du film Lola Rent. Mais c'est objectivement impossible parce que Lola Rent est sorti en juillet 1999 au Japon et à ce moment-là le développement de Majora's Mask était très avancé. Donc bon, on va savoir quel film a réellement inspiré Nintendo pour le concept de Majora's Mask, je vous laisse trancher. Ce concept de boucle temporelle avait beau plaire à l'équipe, il y avait une question sur laquelle ils étaient divisés. Est-ce que Link conserve l'équipement qu'il récolte à chaque cycle, ou est-ce qu'il doit aller le rechercher à chaque boucle? D'un côté, tu avais ceux qui ne voulaient pas décourager le joueur tout en lui laissant son équipement, et d'autres, plus radicaux, considéraient que cela supprimait toute tension. C'est finalement la première option qui fut retenue, mais avec quelques nuances. Link conserve les objets qu'il obtient au cours du jeu comme l'arc et les masques, mais les objets comme les bombes ou les rubis disparaissent à chaque cycle. L'un des conflits fondamentaux concerne les donjons. Au début, Miyamoto ne voulait pas que le chronomètre de la boucle demeure actif pendant les donjons. Mais finalement, il a abandonné cette idée car il disait que ça dénaturait le concept et enlevait le stress qui allait avec. Majora's Mask divisait chez Nintendo. Et les testeurs détestaient la première version de Majora's Mask et n'hésitaient pas à faire des retours relativement durs aux équipes. La première version du jeu était jugée comme impitoyable et c'est notamment à cause de ces critiques qu'ils ont décidé d'inclure un moyen de ralentir le temps à l'Ocarina. L'une des particularités de Majora's Mask, c'est que c'est l'un des rares Zelda aux côtés de Link's Awakening à ne pas avoir Ganon comme antagoniste. Celui-ci a été écarté dès le début du développement, et l'antagoniste, qui d'ailleurs donne son nom au jeu, c'est le fameux masque de Majora. Pendant la conception du jeu, Eiji Aonuma et Koizumi ont voulu reprendre des objets ou des personnages qui étaient déjà présents dans Ocarina of Time, ou du moins ceux qu'ils avaient pensé pour. Et parmi eux, il y avait le vendeur de masques. Ils se sont dit que Link pourrait avoir de nouvelles capacités s'il portait des masques particuliers qui pourraient transformer son apparence en celle de certains peuples d'Hyrule. Et c'est de cette idée qu'est né le masque de Majora. Pour être franc, on ne sait pas vraiment de quoi s'est inspiré Nintendo pour l'apparence du masque de Majora. Beaucoup pensent qu'il s'est inspiré des masques aztèques, mais ça n'a jamais été confirmé par Nintendo, et ils n'ont jamais révélé leur inspiration. La dernière ligne droite a été difficile. Très difficile. Les tensions au sein de l'équipe se multipliant sur la fin du développement. Et pourtant, Eiji Aonuma et Yoshiaki Koizumi réussiront à finir Majora's Mask dans les temps. C'est après une seule et courte année de développement que The Legend of Zelda Majora's Mask est sorti le 27 avril 2000 au Japon, le 26 octobre aux États-Unis et le 17 novembre en Europe. Et pour le coup, ce décalage s'explique par le fait que les versions occidentaux ont subi quelques aboutissements avant d'être distribuées par chez nous. Et l'accueil a été... comment dire ? The Legend of Zelda, c'est une saga auquel il est quasiment impossible de désigner le meilleur jeu. La difficulté de cette question réside dans le fait que The Legend of Zelda, c'est une saga qui comporte beaucoup d'excellents jeux, dont certains qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Majora's Mask, en plus de représenter à merveille ce conflit, est le Zelda sur lequel le consensus critique est impossible. À sa sortie, Majora's Mask a divisé, que ce soit du côté de la presse ou des joueurs. Et cette division, on la ressent aussi au niveau des ventes. Majora's Mask s'étant vendu à plus de 3,3 millions d'exemplaires, soit 2 fois moins qu'Ocarina of Time, et c'est l'un des Zelda 3D qui s'est le moins bien vendu. La plupart des choses qui ont divisé dans Majora's Mask, c'est évidemment le concept de boucle temporelle, l'atmosphère plus sombre et décalée que d'ordinaire dans un Zelda, et il n'y avait pas assez de nouveautés par rapport à Ocarina of Time. Mais paradoxalement, c'est aussi pour ces raisons que des gens aiment Majora's Mask, et c'est ce qui a en partie rendu le jeu culte. Son concept de boucle temporelle ayant marqué l'industrie, et s'il n'y a pas pour autant eu 100 000 jeux qui ont repris son concept, je pense que sans lui, il n'y aurait pas eu des jeux comme Deathloop ou Outer Wilds. Majora's Mask commence dans une forêt sombre, dans laquelle nous retrouvons Link.
quand soudain il se fit attaquer par un Skull Kid qui porte un masque étrange. Le Skull Kid tentera de voler le cheval de Link, mais celui-ci attrape la jambe de Skull Kid et se fit traîner au loin. En tentant de le suivre, Link tombe dans une dimension parallèle du nom de Termina, et celui-ci se fait transformer en Mojo. Après ça, Link fait la rencontre d'un vendeur de masques, qui lui dit qu'il s'est fait voler le masque de Majora par Skull Kid. Un masque très puissant et dangereux qu'on doit à tout prix récupérer en moins de 3 jours. Link finit par retrouver le Skull Kid à la ville de Bourg-Clocher, mais celui-ci arrive trop tard, car la lune est sur le point de s'écraser sur Termina à cause de Skull Kid qui est contrôlé par le masque de Majora. Tout semble perdu quand soudain, Link décide de jouer le chant du temps à l'Ocarina, ce qui le fait remonter dans le temps de 3 jours. La mission de Link est de récupérer le masque de Majora et d'empêcher la lune de s'abattre sur Termina. Et pour ce faire, il devra libérer 4 géants aux 4 coins du royaume. Et là encore, il sera aidé d'une fée du nom de Taya, qui est encore moins utile que Navi. Bon, déjà il faut que vous sachiez un truc avant de parler de Majora's Mask. Comme vous le savez, l'équipe de Majora's Mask n'avait pas le temps, et du coup ils ont dû reprendre beaucoup d'éléments de base de Ocarina of Time. Et quand je dis beaucoup de choses, ça veut dire à peu près 70% du jeu. Le gameplay de base de Link est le même que dans Ocarina of Time, la caméra se gère de la même manière sauf dans le remake 3DS où vous pouvez contrôler la caméra pendant que vous explorez, la majorité des personnages du jeu viennent de Ocarina of Time à la différence qu'ici ils n'ont pas le même nom et caractère, on alterne toujours entre l'exploration et les donjons, qui se trouvent toujours dans les régions d'un des peuples du jeu, qui elle-même se trouve autour du hub représenté par la ville de Bourg-Clocher, et on joue toujours des chants à l'Ocarina qui ont un impact sur le monde. Ce constat étant fait, on peut se demander qu'est-ce qui différencie Majora's Mask de Ocarina of Time. Eh bien, il y a 3 points qui différencient grandement Majora's Mask de Ocarina of Time, voire même du reste de sa série. Premièrement, son ambiance. Majora's Mask a une ambiance bizarre et décalée. Alors oui, le côté bizarre et décalé a toujours fait partie de la série, mais là il est d'autant plus accentué et surtout omniprésent tout au cours du jeu. Que ce soit l'atmosphère relativement sombre des régions du jeu et des donjons, le comportement bizarre des habitants de Termina, ou tout simplement le visage de cette lune ultra flippante qui menace littéralement de s'écraser sur nous, cette impression de décalage est d'autant plus renforcée par les personnages du jeu, qui sont physiquement identiques à ceux de Ocarina of Time, mais ils n'ont pas le même nom et agissent de manière étrange. D'ailleurs, je ne vous cache pas que voir un des boss du précédent jeu en tant que vendeuse, ou même voir le boss final du jeu littéralement danser en plein combat, je vous avoue que ça m'a un peu perturbé. Le deuxième point, c'est évidemment sa boucle temporelle. Comme je l'ai dit, la structure de Majora's Mask est basée sur une boucle temporelle de 3 jours, représentée en bas de l'écran par une barre avec le temps qui défile. Ces 3 jours sont eux-mêmes divisés en deux, une partie le jour et l'autre partie la nuit. Et certaines quêtes ou événements ne sont disponibles qu'à certains moments de tel ou tel jour. Et chose importante, la boucle ne recommence pas d'elle-même. Pour commencer un autre cycle, il faut que vous jouez le chant du temps à l'Ocarina et vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la boucle. Autre chose importante à savoir à propos de cette boucle, c'est que dans le vrai monde de la vérité véritable, ces 3 jours sont équivalents à peu près 1 heure de jeu. Et bah 1 heure, c'est trop court pour faire la plupart des choses importantes dans le jeu, comme les donjons. Vous aurez beau relancer le cycle plusieurs fois, il sera impossible d'avancer. Sauf si vous manipulez le temps. Après avoir fait un premier cycle obligatoire dans l'histoire du jeu, le vendeur de masques vous donne le journal des Bombers. Et ce journal, en plus de noter les quêtes que vous ferez au cours du jeu, vous permet d'obtenir des renseignements auprès des Bombers. Et il vous indique que si vous allez danser avec un épouvantail jusqu'à l'aube du 3e jour, il vous apprendra 2 chants pour manipuler le temps. Oui, un épouvantail, posez pas de questions. Le premier chant permet de ralentir le temps, et ça double la durée de la boucle, et au lieu de durer 1 heure, elle dure à peu près 2 heures. Et le deuxième chant permet d'avancer le temps jusqu'à un instant précis de tel ou tel jour. Et justement, on arrive au plus gros problème de cette boucle, sa difficulté. La difficulté de la boucle temporelle de Majora's Mask est mal foutue. Si sur papier cette boucle temporelle paraît stressante, en fait il n'y a que mes 3 premières heures qui ont été stressantes. Mais dès que j'ai eu le contrôle sur cette boucle, toute la difficulté, le stress et la complexité de celle-ci se sont envolés. À partir de ce moment-là, il m'était impossible de perdre contre le temps. J'en avais toujours assez pour finir ce que je voulais faire, et étant donné que Link garde à chaque cycle les masques et les objets qu'il obtient au cours du jeu, toute la difficulté s'estompe. Alors, qu'on se comprenne bien. J'aime bien ce concept de boucle temporelle, mais je pense que Majora's Mask aurait gagné à laisser un peu moins de contrôle aux joueurs à propos de cette boucle. Mais là encore, je sais que ce résultat est dû à un développement extrêmement court et que si les équipes de Nintendo avaient eu le temps, ils auraient peut-être changé ou peaufiné un peu plus de cette boucle. Le troisième point, ce sont les fameux masques. Dans Majora's Mask, vous allez faire plein de quêtes pour obtenir des masques qui vous confèrent des capacités spéciales et qui vous permettent d'avancer dans le jeu. Certains masques sont obligatoires pour avancer dans le jeu, d'autres non. Les 3 masques principaux dont vous aurez besoin pour finir le jeu sont le masque Mojo, qui vous transforme en Mojo, il permet de lancer des bulles de savon qui explosent et surtout de planer en utilisant des grosses fleurs posées sur le sol. Le masque Goron, qui vous permet de vous transformer en Goron, celui-ci vous donne beaucoup de force et vous permet de rouler en boule. Et le masque Zora qui vous transforme en Zora et qui vous permet surtout de respirer et nager sous l'eau. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls masques que vous aurez, mais sans ces 3 masques, il est impossible de finir le jeu ou de progresser dans celui-ci, car les donjons et les quêtes vous demandent constamment de les utiliser. Les masques sont sans doute la meilleure mécanique du jeu, car tout son gameplay tourne autour d'eux, ils sont le centre de Majora's Mask. Alors oui, il y a d'autres points qui différencient Majora's Mask de Ocarina of Time, et je vais y venir juste après,
Mais à mon sens, ce sont ces 3 points qui font le cœur de Majora's Mask. Toute son identité visuelle et sonore sont basées sur cette ambiance étrange et décalée, la structure et la progression sont basées sur cette boucle temporelle, et les masques sont le centre du gameplay du jeu. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres points qui différencient Majora's Mask, et parmi eux, il y a les donjons. Comme pour les donjons d'Ocarina of Time, vous devrez récupérer des objets et des petites clés pour progresser jusqu'au boss des donjons, et ils vous demanderont activement d'utiliser les masques. Dans Majora's Mask, il y a 4 donjons. Le temple de Bois Cascade, le temple du Pic des Neiges, le temple de la Grande Baie et la forteresse de pierre. Le temple de Bois Cascade est un donjon qui vous demandera énormément d'utiliser le masque Mojo, et se parcourt de façon linéaire. Il vous demandera pas de retourner dans des pièces déjà visitées, et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce donjon. Le temple du Pic des Neiges est un donjon qui joue énormément sur la verticalité, et vous demandera de revisiter certaines pièces qui se trouvent à 5 étages différents, afin de modifier la hauteur du pilier central qui mène au boss. Pour ce faire, vous devrez régulièrement utiliser le masque Goron. Le temple du Pic des Neiges est un donjon qui utilise bien les mécaniques du masque Goron, mais qui n'est pas aussi complexe qu'il en a l'air. Le temple de la Grande Baie est un donjon composé de tuyaux et de vannes qui alimentent un gigantesque moulin et permettent de le faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Le but est que vous manipuliez les vannes de manière à vous frayer un chemin jusqu'au boss. Comme le temple du Pic des Neiges, le temple de la Grande Baie joue énormément sur la verticalité car beaucoup des pièces se trouvent sous l'eau et il faudra utiliser le masque Zora pour y arriver. Le temple de la forteresse de pierre est un donjon un peu spécial, car il se parcourt dans 2 sens opposés. En fait, vous parcourez une première partie de façon linéaire jusqu'à obtenir les flèches de lumière. Après les avoir obtenues, vous devez sortir du temple et tirer sur le joyau rouge, qui retournera le donjon, et vous parcourez la deuxième partie dans une nouvelle configuration qui vous donne accès à des lieux inaccessibles dans l'autre sens. Le temple de la forteresse de pierre est personnellement mon donjon préféré du jeu. En plus d'avoir un concept original, c'est un donjon qui vous demande d'utiliser quasiment toutes les mécaniques apprises au cours du jeu, que ce soit avec les masques ou les objets. Pour être franc avec vous, même si j'ai globalement bien aimé les donjons de Majora's Mask, je pense qu'il manque un peu de complexité. Ils sont assez simples à parcourir, et comme je l'ai dit, le champ permettant de ralentir le temps vous donne tout le temps pour réfléchir à une énigme qui vous pose problème. Alors attention, je ne dis pas que tous les donjons de Majora's Mask devraient avoir le même niveau de complexité que le temple de l'eau dans Ocarina of Time, mais là encore, un peu de complexité n'aurait pas fait de mal, surtout pour le temple de Bois Cascade. Avant de conclure sur Majora's Mask, j'aimerais un peu parler de sa narration. Bon, étant donné que Majora's Mask était aussi à la base un jeu de la Nintendo 64, il a aussi les mêmes contraintes que son grand frère. Là aussi les cinématiques sont des scripts, et les personnages s'expriment par des onomatopées. Sauf Link, qui est toujours mieux. En fait, la seule grosse différence ici, c'est que ce sont surtout les personnages des quêtes qui vont vous permettre de savoir ce que Majora's Mask raconte en toile de fond. Parce que oui, comme pour Ocarina of Time, Majora's Mask raconte quelque chose en sous-texte. Et oui, là encore j'ai une interprétation de Majora's Mask, mais qui cette fois vient entièrement de ma personne, et je ne pense pas qu'elle est parfaite, mais j'ai quand même envie de vous la partager. Tout à l'heure je disais que Majora's Mask avait une ambiance bizarre et décalée, mais il y a aussi un profond sentiment de tristesse et de fatalité. La plupart des personnages qu'on rencontre sont soit paniqués à l'idée de voir la mort arriver, en l'occurrence sous forme de lune, il y a ceux qui sont dans le déni et qui font comme si tout était normal, et il y a ceux qui sont déjà morts et qui n'arrivent pas à trouver la paix. Ce sentiment de tristesse et de fatalité se ressent aussi dans les régions du jeu qui sont contaminées, et le nom du royaume qui s'appelle littéralement Termina. Au milieu de tout ça, Link a cette fois plutôt un rôle de guérisseur. Il sera chargé de régler le problème de ceux qui l'aident, et d'apaiser les morts afin qu'ils soient en paix. Et ça s'applique aussi aux régions du jeu qu'il purifie après avoir fait un donjon. Et à ce titre, si Ocarina of Time a un propos sur le temps qui passe et le passage à l'âge adulte, Majora's Mask, quant à lui, parle d'accepter la mort. Et semble plutôt dire qu'un jour, malgré tous nos efforts pour le ralentir, le temps s'arrêtera et qu'il faudra passer l'arme à gauche. Et que ce jour-là, il vaudra mieux mourir en paix, sans regret, que dans le déni. Bien sûr, ce que je viens de vous dire n'est qu'une interprétation personnelle. Vous avez le droit de ne pas être d'accord ou de penser que je vais trop loin. Après tout, les créateurs eux-mêmes ont dit que le scénario n'était pas la partie sur laquelle ils se sont le plus focalisés. Mais j'avais quand même envie de vous partager ma vision. Pour conclure, Majora's Mask est un jeu atypique, même vis-à-vis de sa propre licence. C'est un jeu qui est le résultat d'un temps de développement incroyablement court, et ça se ressent dans tous ses aspects. Et pourtant, même avec ses nombreux éléments repris d'Ocarina of Time, le jeu arrive à se démarquer par ses mécaniques de gameplay uniques à la série, son ambiance et sa direction artistique marquante. À titre personnel, ce n'est pas mon Zelda préféré, mais j'ai passé un très bon moment sur celui-ci, et je suis sûr de le refaire à l'avenir, car je suis loin d'avoir découvert tous ses secrets.